Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Sylvain Révy, président d'Orientis, Lété Kousmi, Christian Poyot, PDG de Micropole et de la commission mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF, Stéphane Van Nuffel, le cofondateur de netinvestissement.fr, Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Il y a Denis qui m'écrit, oui, effectivement, si SVB avait eu un comité ALM, c'est-à-dire qui évalue le risque entre liquidité et évolution des taux, eh bien, les choses auraient été peut-être un petit peu mieux piloté. Et puis Pierre m'écrit, avec ce superbe plateau, votre émission devrait durer 2 heures. Donc, voilà. Bon, nous on est dispo, hein. On est d'accord, donc. Chiche. Allez, d'accord. Sachant que les économistes atterrés et autres. Non, mais ce qui est bien, c'est que on baillote Nicolas Dose et on continue. Non, mais en plus, je peux partir, je vous débrouiller. Bon, accord. Alors, c'est vraiment un sujet complexe. L'accord européen sur la réforme du marché de l'électricité. Je vais vous donner les principaux éléments. Et on posait la question à 7h10, est-ce que c'est un bon ou un mauvais accord? Et en fait, ma réponse était, je ne sais pas. La fixation du prix au coût marginal, qui est la base absolue du système mis en place à la fin des années 90, est conservée. La dernière unité produite la plus chère, c'est le gaz, donnera le là du marché. Les fournisseurs, qui ont plus de 200 000 clients particuliers, devront leur proposer la possibilité d'accéder à un contrat à prix fixe pendant au moins 1 an. On va imposer également aux États de désigner un fournisseur en dernier ressort, afin qu'à aucun moment un consommateur, un client ne puisse se retrouver dans le noir. On autorisera les États à aider les consommateurs s'il y a une flambée des prix, bouclier tarifaire. Important, permettre aux PME et pas seulement aux grands groupes de conclure des contrats de très long terme, 5, 10 ou 15 ans, mais avec une garantie de l'État, de manière à rassurer le fournisseur dans le cas où l'acheteur, la PME, pourrait être défaillante. Également développer les contrats pour différence. C'est des contrats qui supposent qu'un fournisseur qui investit bénéficie d'une garantie d'État en dessous d'un prix plancher. Et au-dessus du prix plafond, il reverse le trop perçu au consommateur. Et la France se félicite au moins d'avoir réussi à inclure le nucléaire dans ces contrats pour différence. Voilà, et renforcer les investissements dans les énergies renouvelables et les énergies bas carbone, notamment un particulier qui a des panneaux solaires ne sera plus obligé de revendre son courant à son fournisseur, mais pourra le vendre à son voisin ou à un membre de sa famille. Laurent, je sais pas si j'arrive pas à avoir un avis en fait. Je constate que la promesse des prix bas dans un marché comme celui-ci, ça fonctionnait quand le marché fonctionnait bien en surcapacité, et qu'aujourd'hui ça dysfonctionne. Même si j'entends Jean-Marc Daniel me dire que la fixation au coût marginal est l'alpha et l'oméga du fonctionnement d'un marché concurrentiel. Eh ben, je suis un peu paumé. Alors, si on doit vous éclairer, Nicolas, et éclairer les auditeurs, là, c'est pas 2 heures. On va rester 4 heures sur le plateau. Ah, mais je pense que sur le marché de l'électricité, oui, il faut une thèse. Mais je pense que c'est... Moi, je suis assez furieux. Et je suis assez furieux parce que c'est pas ça le sujet. Je veux dire, je pense que compte tenu des circonstances, je dirais que l'Europe fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Bon, et je pense que pour beaucoup d'industriels dont je fais partie, moi j'utilise l'électricité dans mes process industriels, c'est peut-être pareil pour Sylvain. Je veux dire, bon, là on va avoir des contrats à long terme, je dirais qu'on va quelque part, on va arriver à avoir une certaine stabilité sur les prix. Je rappelle juste qu'on sort d'une crise énergétique absolument hallucinante, où on nous a mis des revolvers sur la tempe pour signer des contrats complètement délirants. Le vrai problème, et ça c'est ça qui me rend furieux, c'est la politique énergétique de la France. Et là j'entends certains Qu'est-ce que vous voulez dire qui montrent du doigt l'Europe. Les erreurs que nous avons, j'y viens. Elles sont là. Hein. Qui montrent du doigt l'Europe, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à eux, etc. Mais attendez, excusez-moi, je veux dire que la France s'est distinguée, on va se limiter à 10 ans. La politique énergétique de la France, je dirais jusqu'à N-10, c'est absolument hallucinant. Et elle a démontré chaque année le théorème qui dit que la différence entre le génie et l'imbécilité, c'est que le génie a ses limites. Et on a eu des gens, notamment des politiques, qui n'y connaissent rien, qui ont des positions dogmatiques, qui n'ont jamais mis les pieds dans une centrale. Mais vous avez vu les conclusions de la mission parlementaire, c'est phénoménal. Il faut les écouter. Mais faut les écouter. Allez voir les travaux extraordinaires que mène l'Assemblée actuellement, la commission parlementaire. Le nucléaire, alors je ne dis pas ça pour faire, je dirais, le sachant autour de cette table, mais nous équipons toutes les centrales nucléaires françaises depuis 40 ans. Et dans le monde, on sait ce que c'est qu'une centrale. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas lu, si vous voulez, sur Twitter. On est dans les centrales. Bon. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un incident industriel. Pourquoi ? Parce que l'outil industriel est à bout de souffle. On n'a pas investi dans cet outil. Je veux dire, le nucléaire a été un gros mot pendant 10, 15, 20 ans. On a découragé les jeunes ingénieurs de rentrer dans les filières. On a perdu notre savoir-faire. On essaye de faire des EPR aux 4 coins du monde. On a toutes les peines du monde à les faire. Il y a que les Chinois qui sont... Et là, je dirais que le problème de fond,
est un problème politique de gens qui se sont saisis du nucléaire comme un message politique. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, les coûts d'électricité produits en France ont remonté. Pourquoi ? Parce qu'on a encore moins de production. Je suis d'accord, mais votre observation sur les déraillements politiques et la cécité complète des décisions qui ont été prises avec une espèce de main sur le cœur, sous le coup de l'émotion, sans aucune étude d'impact et sans savoir où on allait, jusqu'à faire le contraire aujourd'hui, c'est pas exactement totalement corrélé à une décision d'un marché unique européen et de la fixation au coût marginal. Si la France... Je pense que c'est très corrélé, je vais vous dire. Je crois que je vois où ils vont dire. Oui. C'est très corrélé. Si la France redevient une grande puissance de production d'énergie et d'électricité, croyez-moi, je pense qu'elle aura voix au chapitre lors des négociations. Parce que là, pour l'instant, j'ai comme le sentiment, on fait partie des négociations, mais je dirais qu'on n'a plus le même poids qu'avant. Donc, ce que j'espère, c'est pas, si vous voulez, d'avoir des lobbyistes qui vont faire les énièmes poussées au Parlement européen pour essayer de bricoler un système qui est super compliqué. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Je veux dire, il faut voir le nombre de gens autour de la table. C'est aussi compliqué dans une réunion de copro de décider de la couleur du mur qu'on va repeindre. Donc ça, je n'y crois pas. Par contre, il est urgent de traduire ce que nous vivons dans une politique énergétique intelligente, avec un I majuscule, de réinvestir dans l'outil industriel, de ne pas être dogmatique en disant c'est du tout comme ci ou du tout comme ça, et d'avoir, je dirais, de prendre les sachants pour décider de la politique. Moi, je vais vous dire, je trouve qu'il y a eu des procès sur les sujets autour de la santé, hein, quand il y a eu des scandales sanitaires, etc., qui ont mené à des procès. Sur un sujet comme ça, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un procès. Enfin, franchement, il y a eu des décisions politiques qui ont été prises en total, sans connaissance du sujet. On est encore une fois décalé du sujet du marché européen en voulant faire le procès des erreurs politiques françaises. Mais Nicolas, après, j'achète l'idée. Imaginez que les centrales nucléaires françaises aient produit à 100% et qu'on ait poursuivi le développement du parc nucléaire français. Exactement. La situation européenne serait totalement différente. Déjà, même aujourd'hui, EDF a fait un gros travail, une bonne partie des centrales ont été rouvertes, mais le parc complet ne fonctionne pas. Et on n'a pas ouvert de centrales depuis 20 ans, je pense. Enfin, je n'ai plus le chiffre exact. Regardez avec Emmanuel Le Chypre, effectivement. Donc, si on avait poursuivi dans la politique, on les faisait en 5 ans, les on serait dans une situation complètement différente. Et sans être un spécialiste, en tout cas moins que Laurent, sur un sujet qui est très, très compliqué, on imagine bien que le prix européen de l'électricité serait considérablement différent. Absolument. Donc, en fait, vous dites, si on était plus fort et plus puissant en Europe, on aurait voix au chapitre et la situation ne serait pas celle-là. On serait market maker. Et il y a des décisions, mais encore une fois, qui ont été prises, une décision mais purement politique, sans aucune réflexion, sans aucune analyse scientifique, technique. Mais ils le disent tous. Écoutez les témoignages de Manuel Valls, même de Nicolas Hulot. On le dit ici, c'est très bien. Est-ce que c'est repris dans le grand public ? Je ne pense pas. C'est un scandale. Enfin, je ne vais pas faire la Georges Marchais, mais il devrait y avoir un procès sur ce genre de sujet. Là, on est dans une situation très compliquée, pour ne pas utiliser le terme, parce qu'il y a une faillite d'un certain nombre de personnes qui ont pris des décisions complètement irresponsables. Il faut sauver l'énergie, pas les prises de décisions politiques en matière d'énergie. C'est ça l'histoire. Voilà. Bon, alors après, il y avait que sur l'énergie. Non mais il y a quand même. Alors, non mais il n'en reste pas moins. Sylvain Rémy, il n'en reste pas moins que la décision européenne. Enfin, soit on est pour l'Europe, soit on est contre. Hein. À partir du moment où il y a une décision qui est prise de façon collégiale par les 27 Européens. Il faut rappeler que ce sont les 27 qui prennent les décisions et pas la Commission. Voilà, les 27 Européens ont pris cette décision. Il faut l'accepter. On ne peut pas toujours gérer l'Europe comme si c'était la France. Qu'on ait des problèmes. Alors je rejoins parfaitement Laurent et Christian sur ce qu'ils viennent de dire. Mais enfin, le sujet, c'était pas le sujet qu'abordait Nicolas. Le sujet, c'est que l'Europe a pris une décision, qu'on a participé à une décision, qu'on n'avait pas le poids suffisant pour la faire aller dans l'autre sens. Enfin, la décision a été prise, il faut l'accepter, sinon il faut refuser l'Europe. Mais on est d'accord. C'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas dit qu'on était contre, mais compte tenu des circonstances. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? En tout cas, c'est ce qui a été décidé par les 27. Donc, globalement, ils estiment que collectivement, pour les 27, c'est bien. Que ça soit pas bien pour la France, c'est autre chose. J'accepte. Il n'y a pas encore l'Angleterre d'ailleurs dedans, il me semble. J'accepte très bien le fait qu'il y a un moment, il faut assumer les décisions qu'on prend. C'est valable sur le marché européen de l'énergie, c'est valable sur le pacte de stabilité dont on a dit pique-pendre. Enfin, il y a un moment, on ratifie. Donc, quand on a accepté le règlement de copro, on ne dit pas 10 ans après parce qu'on aimerait qu'il soit différent. Finalement, je le veux plus. Mais là, c'est la question de savoir si on peut considérer que ce marché de l'électricité non stockable est un marché comme les autres, qui va s'épanouir dans la concurrence comme les autres. Et il y a cette tribune qui dénonce la situation actuelle en Europe dans le Figaro aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on regarde la liste des signataires, elle a un côté un peu caricatural, mais il cite Marcel Boiteux, qui est patron d'EDF de 79 à 87. Ce vent printanier de la concurrence qui a suscité bien des espoirs va laisser la place au souffle glacé de la réalité. Et c'est ce que dit depuis des mois Bruno Le Maire, qui se bat et qui n'est pas arrivé à ses fins avec cet accord. Ça marchait dans un monde parfait.
de surcapacité de production. Ça ne fonctionne plus dans un monde de pénurie et de fin d'abondance. L'énergie est un sujet de souveraineté. En fait, ça se traduit par ça. Et c'est là où j'arrive pas à arbitrer à titre personnel avec tout ce que je peux regarder. Pourquoi vous dites de fin d'abondance, Nicolas? J'arrive pas. Vous voyez bien qu'on essaie aujourd'hui de répondre à nos besoins. On ne sait même pas si on passe l'hiver 2023-2024. Enfin, il y a encore 1 an et demi, le sujet de l'énergie était un non-sujet. Personne ne s'y intéressait. Et puis ça devient un sujet éminemment stratégique. Donc, il y a deux effets. Il y a l'effet quand même très exogène de la crise ukraino-russe. D'accord, on est d'accord. Oui, enfin exogène, mais long terme, parce que c'est terminé. Il y a un autre effet. Je ne serais pas aussi dur que Laurent sur ce point de vue. Il y a un effet de planification complètement foiré des fermetures des centrales. Mais vous me ramenez l'investissement dans la filière. Vous me ramenez tout aux erreurs françaises. Et allemandes. Et allemands. Parce qu'on peut parler des erreurs françaises, mais alors les Allemands, chapeau. Ils ne sont pas sortis en plus. Bien sûr, mais c'est les deux poids lourds de l'Europe. On va terminer, Stéphane. Non, c'était juste pour dire qu'en fait, pour un pays qui sommes quand même les spécialistes du plan, des planificateurs, de toutes sortes de conférences, on a des assemblées, on a des gens qui réfléchissent. Là, ils se sont très clairement ratés, en particulier sur la planification. Si on avait mieux planifié, mais on ne pouvait pas non plus savoir qu'elle est tombée comme un cheveu sur la soupe, ça. C'est pas un problème de planification, c'est un problème de décision politique. C'est ça. Dire qu'on arrête d'investir, c'est pas un problème. Vraiment. Non, mais qu'on arrête d'investir, oui. Stéphane, il faut vraiment aller voir les travaux incroyables menés par cette commission parlementaire. C'est toute l'histoire de ces L-10 qui est racontée. Et les bras en tombent. C'est-à-dire qu'on se rend compte de le pilotage exclusivement politique pour des trucs, des chiffres complètement sortis du chapeau. Bon, on va mettre 50%. Voilà, 50%. Vous avez vu l'histoire de Ségolène Royal qui prend conscience que 50% avec une date précise, c'est intenable. Et elle va aller se battre pour qu'on inscrive dans le texte, peu importe ce qu'on met dans les autres articles. Vous écrivez aux alentours de 2035. Aux alentours de. Comme ça, il n'y a pas de date. Si vous mettez une date fixe, on est mort. Elle avait compris. Nicolas, tout en défendant les points de vue politiques. On sort du sujet, mais je serais ravi qu'on en reparle. Et je pense qu'on va très très vite en reparler. Vous allez voir, il se passe exactement la même chose depuis 6 mois sur l'immobilier. C'est-à-dire c'est exactement la même chose. Je ne vois pas. Tout ce qui touche à la mise à mal de l'immobilier, que ce soit l'immobilier ancien avec les nouvelles normes énergétiques qui tombent, que ce soit l'immobilier neuf qui a été brisé. Là, l'état actuellement de l'immobilier, ça va être extrêmement compliqué en 2023. Je vous l'écris, je connais bien le secteur, pour les mêmes raisons. C'est qu'en fait, tout a été décidé par des décisions politiques. Ah oui. Et à aucun moment donné, autour de la table, il y a des gens qui savent. Les dernières fois que c'est arrivé, je fais un clin d'œil à Sylvain, c'était au moment de la loi Pacte, je crois, où il y avait des chefs d'entreprise qui avaient été invités autour d'Emmanuel Macron pour réfléchir un petit peu à ce qu'il fallait faire pour les entreprises. C'est quand même mieux avec des chefs d'entreprise. Sur l'immobilier, vous allez voir, ça va être un sketch. J'ai dit exactement ça dans une chronique, quand justement on évoquait les erreurs du marché sur l'énergie prises... est totalement éloigné de la réalité. Et il y a un moment où on se heurte à la réalité. Et j'ai dit sur l'immobilier, effectivement, mais là, toutes ces décisions prises là, dans 3 mois, on finit à moins 40 par rapport à l'année dernière. Il n'y a plus une construction. Moi, j'ai entendu qu'il y avait 40% des appartements à Paris qui étaient en F et G, c'est ça? Oui. Mais ça, à la limite, c'est un côté qui peut être encore opportuniste pour faire les travaux. Mais en gros, à part que Stéphane... Là, on est en train d'ouvrir un autre sujet. Mais c'est pas encore assez mature. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord que c'est une bombe à venir. Et d'ailleurs, à Paris, il y a beaucoup de promoteurs qui vous disent il y a des appartements qui sont tout simplement techniquement pas rénovables. Et quelles que soient les fédérations, des promoteurs, de l'investissement locatif, qui sont allés les voir. Dans la liste des décisions, vous avez vu, ils ont pris le pouvoir. Il avait raison, Christian Poyot. Ils ont pris le pouvoir. C'est comme les voitures électriques à 2035. C'est la même décision qui a été prise. Et heureusement, les Allemands ont l'air de revenir en arrière. Et les Italiens. Et oui. Donc parce que c'était un truc, c'était une espèce de dictat. C'était en 2035, plus de voitures thermiques. C'est sorti. Vous avez vu la position. C'est dans 12 ans. C'est un truc complètement absurde. La position intelligente des constructeurs européens qui viennent de dire là à l'Europe, vous allez prendre un objectif CO2, mais les moyens d'y parvenir, c'est nous. C'est à nous de le faire. L'ennemi, c'est le CO2, c'est pas le moteur. Le but, c'est d'arriver à une, je sais plus quel est le terme qu'ils ont utilisé. Il était bien trouvé, mais en tout cas, il faut qu'ils choisissent eux les neutralité. Voilà, neutralité énergétique, c'est pas neutralité technologique. Je trouve que c'est un point de départ de réflexion. Mais tu vois, Sylvain, qu'on peut quand même dire sur la question. Les Allemands, ils le font très bien. Les Allemands, ils le font très bien. Quand ils veulent le faire, il y a quand ça les arrange, les Allemands en général. Le patronat a pris le pouvoir dans cette émission. Moi, j'écoute le maître d'école. Allez-y, Laurent, on va parler de ça. Non, mais attendez, l'immobilier, on va y venir très vite. On est d'accord. Faites-moi confiance que là, déjà, oui, c'est très Je pense que la question que vous avez posée sur faut-il gérer le marché de l'énergie au niveau de la concurrence comme les autres marchés, c'est une question fondamentale. Et je veux dire, on peut se poser la question, on s'est posé la question. Je me bats avec Jean-Marc Daniel, qui me dit oui. On s'est posé la question avec les monnaies.
et on a décidé d'avoir une monnaie commune. On ne va pas faire le débat sur l'euro maintenant, mais l'énergie est une question de souveraineté européenne. Et on voit bien ce qui se passe actuellement. Vous avez 2 zones dans le monde où l'énergie est moins chère, c'est les États-Unis et l'Asie, et ça crée des distorsions de concurrence qui sont extrêmement préjudiciables à nos entreprises. Donc je pense que c'est une question qui est compliquée, mais c'est une question qui touche toute l'Europe, donc je pense qu'il faut repenser le système, pas juste mettre... Mais là, on le repense, le ce qu'on a système, essayé ou c'est de la de faire. rustine? Non, là c'est des rustines pour moi. C'est la rustine, mais parce qu'on est dans Et la question est de savoir si on va stabiliser les prix et tuer la volatilité, c'est ce qu'on a annoncé. On est dans l'urgence. Il y a des boîtes qui sont aujourd'hui en train de disparaître. Donc ça, c'est urgent. C'est un peu comme le Covid. Bon, donc il faut repenser le système dans son ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut être aux négociations et pas finir au menu, il faut compter. Et si la France n'est pas un acteur puissant dans le monde de l'énergie, elle se contentera de suivre le règlement de copro. Là, ça a l'air de repartir, mais le problème, c'est qu'il faut 10 ans. C'est ça aussi qui échappe aux politiques. C'est que le temps sur ces industries, il est 10, 15, 20 ans d'une manière générale. Et après, pour revenir sur l'Europe, là, on parlait de l'immobilier, on parlait des voitures, on parlait de l'énergie, mais c'est dans tous les domaines. Dans le domaine du numérique et de la data, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un mindset complet qui est, on prend des mesures qui intellectuellement sont intelligentes, en tout cas sont vertueuses, bien évidemment, mais complètement déconnectées de la réalité, de la capacité de mise en œuvre et de la concurrence internationale. Et ça, c'est vraiment le point moyen de toutes les décisions. Alors attention, je pense qu'on est tous européens autour de la table. Faut pas se. Ça, c'est sûr. Il faut continuer dans ce mouvement, bien évidemment. Pas de propos excessifs là-dessus, mais quand est-ce qu'on arrivera à avoir une réflexion vraiment, en même temps théorique, parce qu'il faut l'avoir, une réflexion pragmatique en lien avec les industriels, quels qu'ils soient, enfin les chefs d'entreprise, pour arriver à des solutions pérennes. On essaye, là, Bruxelles, je crois, demain va nous donner un peu ses idées pour essayer d'équilibrer les choses par rapport au système de subvention aux industries vertes mis en place par les Américains. Alors je ne sais pas si la solution sera opérationnelle vite, si elle sera à la hauteur des espérances. Pour l'instant, les fabricants de batteries européens, ils s'en vont produire là-bas. J'espère que ça sera rapide, parce que l'IRA n'a rien à voir avec l'inflation, et c'est sans doute la plus grosse, je dirais, mise en œuvre protectionniste américaine depuis 30 ans. Et par rapport à ça, je souligne l'effort de notre ministre, Monsieur Le Maire, mais c'est pas la France toute seule avec ses petits bras qui va concurrencer l'IRA. Et parce qu'en plus il y a une vraie urgence, sinon ça ne sera pas que les fabricants de batteries. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des délégations américaines qui viennent démarcher des entreprises comme nous, qui ont repéré que dans des marchés où il y a 1 ou 2 sachants, nous on est le dernier en France, donc ils viennent nous voir et ils nous font des ponts d'or pour arriver dans des super zones industrielles, dans des États avec fiscalité avenante, la totale. C'est ça la vraie vie, quoi. Nicolas, les batteries électriques, Volkswagen va aller les fabriquer aux États-unis. Au Canada, au Canada. Comment c'est possible ça? C'est possible, c'est un choix. Alors, moi, je suis pour une libre concurrence. Mais à un moment donné, on est dans un marché commun avec une monnaie commune. Et en fait, on a encore, à un moment donné, cette notion de souveraineté, mais qui n'est pas encore la souveraineté européenne, qui reste quand même, on est quand même en tendance à avoir notre souveraineté à l'ancienne. Mais l'IRA, c'est pas le marché. L'IRA, c'est l'interventionnisme de l'État. Mais enfin, attendez, c'est l'État. On découvre la distorsion de marché. C'est un État fédéral. On ne peut quand même pas. Nous, on l'a pas. En fait, on ne peut quand même pas découvrir aujourd'hui que les Américains sont protectionnistes. Ça fait des dizaines d'années. Mais je suis d'accord. Mais ils nous font le coup tout le temps. On est d'accord. Mais enfin, Trump l'avait fait avant. Et les précédents également. Ils sont toujours protectionnistes. Bien sûr. Et nous, on est toujours avec les frontières ouvertes. Mais là où c'est particulier, c'est quand on met bout à bout l'ensemble des subventions à l'industrie verte, les subventions aux infrastructures, les subventions à la R&D, on est en train de frôler les 2000 milliards de dollars sur 10 ans. Donc là, on est sur Tu vas voir avec c'est du lourd. Avec les banques. Quoi ? Là, ils vont devoir y aller aussi. Les Américains vont mettre aussi beaucoup d'argent pour sauver le système bancaire. Là. Oui, non, enfin, c'est pas exactement pareil là. Indirectement, ils sauvent des banques d'investissement. Oui, mais bien sûr, c'est de l'aide d'État. L'inquiétude pardon de revenir sur ce sujet, mais sur la Silicon Valley Bank, l'inquiétude, c'est que là, on n'a pas des particuliers au bout. C'est des entreprises, et des entreprises avec des très grosses signatures. Donc si l'État américain se porte aussi en secours et tout de suite a pris possession de la banque pour garantir les actifs, ou en tout cas un maximum d'actifs, c'est que dans les clients SVB, il y a des trucs... Il y a des choses lourdes. Vous avez le fonds OpenAI qui porte ChatGPT aujourd'hui. Voilà, vous avez le premier développeur de panneaux solaires aux États-Unis, Sunrun, qui est client... technologiquement, là, ça serait très très embêtant que ces boîtes-là partent ailleurs. On revient toujours sur cette notion de naïveté européenne, de ne pas prise en compte des vrais enjeux, de la concurrence énorme qu'on a avec les Chinois et les États-Unis. Au passage, les panneaux solaires qui sont fabriqués, il faut savoir que 80% des composants de base sont chinois. Oui, je sais. Dieu sait si Denis Père nous a décrit
il connaît par cœur ce sujet, il nous a décrit les choses telles qu'elles sont. Donc, quand on sortira-t-on de ça, quoi? J'ai encore une fois d'avoir une position européenne ferme et réaliste et surtout compatible avec, parce que qu'on soit une zone qui se veut en tête sur la partie protection de l'environnement, etc. Très bien, mais ayons un pied dans la réalité, discutons avec les industriels, les chefs d'entreprise pour arriver à des solutions concrètes et réalistes. On laisse l'Europe nous donner sa réponse demain jeudi. Hein. On va voir ce qu'ils vont proposer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu parles de la Chine. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui est passé complètement à l'as. Il y a un magnifique plan, comme sait le faire le Parti communiste chinois, c'est China Manufacturing 2025. Tout est écrit. Et ils ont ciblé les secteurs prioritaires, les secteurs où on ne veut pas d'étrangers. C'est marqué noir sur blanc. Personne ne peut dire qu'il ne l'a pas vu. Et il y a même des traducteurs chinois. Donc les types, ils annoncent la couleur et ils subventionnent. Donc je veux dire, nous, par rapport à ça, c'est exactement ce que tu dis. Il ne faut pas être naïf. Là, on joue, en clair, nous, on joue au football avec des joueurs en face et nous, on a les crampons dans les chaussures. Je veux dire, ça va être quand même assez difficile, quoi. Ouais, bon. 5 minutes. Qui croit qu'en 2024, pour la première fois depuis une longue, le dernier budget en équilibre, 74, on va réussir à trouver des milliards d'économies? Bruno Le Maire le dit depuis, il l'a dit aux journalistes financiers en janvier. Cette fois-ci, j'y vais. Je vais confier aux 3 directeurs de cabinet, Bercy, Matignon et Élysée, toutes les semaines, ils doivent passer au crible une administration et trouver des économies. Au moins, ils auront du boulot, disait-il ironiquement. Et là, il nous annonce avant-hier, il y aura des milliards d'économies. On va ramener la dépense publique à 54% du PIB. On est à 57%. Alors soit la croissance est colossale, et évidemment en poids de PIB, les choses s'équilibrent. Soit on trouve vraiment des milliards, mais 3 points, ça fait 75 milliards d'euros. Ou alors, dans ces 75 milliards d'euros, il y a toute une partie qu'on appelle de la baisse de dépenses fiscales. Et une baisse de dépenses fiscales, c'est quand vous supprimez une niche. Une hausse d'impôts. C'est une hausse d'impôts. Bon, est-ce que vous y croyez, là, franchement? On est naïf, on a toujours envie d'y croire, puisque c'est la direction dans laquelle il faut aller. Donc on se dit, il faut avancer dans ce sujet-là. Après, est-ce que le sujet de la dépense publique, il doit se focuser sur la partie de l'État, ou est-ce qu'il doit se passer dans les dépenses des collectivités locales et territoriales, ou dans la dépense hospitalière? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est le social, le gros de l'affaire. C'est là où ça a le plus dérapé. C'est la redistribution. Ouais. Oui, voilà. Pas que. Et puis l'augmentation des dépenses des collectivités locales et territoriales dans les 20 dernières années, il est colossal aussi, quoi. Je veux dire, les communautés de communes, enfin, on voit la progression du budget à la mairie de Paris sur 20 ans, enfin, c'est absolument hallucinant pour voir. Mais c'est un cas très particulier, c'est juste une catastrophe, la ville de Paris. Ouais. L'endettement a fait fois. Enfin, moi, je suis persuadé que Bruno Le Maire est sincère, d'accord. Effectivement, c'est un exercice un peu convenu, c'est-à-dire qu'on a du mal à être persuadé qu'il va arriver au bout du sujet, mais soutenons-le. Enfin, en tout cas, il annonce qu'il veut le faire. Bah, allons-y, nous, on est prêts à travailler avec lui sur le sujet. Hein. Ouais, parce que quand on regarde, et c'est intéressant, on le faisait avec. Et puis j'ai un peu affiné les chiffres d'Éric Heyer. Si on se compare avec le reste de la zone euro, on a à peu près 8 points de dépenses publiques en trop. C'est pas négligeable, 8 points de dépenses publiques en trop. 4 points, ça fait 100. 8, ça fait 200 milliards. Oui. Et vous avez principalement la retraite, les affaires économiques, CICE et tous les dispositifs similaires, protection sociale, hors santé. Donc là, c'est l'État-providence. Éducation, santé, défense, logement, pour une moindre part. On voit où sont les écarts de dépenses chez nous. Et là, je ne vous mets pas que la dépense d'État, je vous mets la dépense sociale aussi. On revient à des mécanismes de base. C'est-à-dire, Stéphane cet état d'esprit keynésien de la France qui avait tout mis. J'écoutais Eric qui expliquait que si on augmentait trop la durée du temps de travail dans le cadre de la retraite, et puis ils se sont un petit peu frités avec Denis, ça ferait des pauvres, des seniors pauvres. Il disait, si on veut mettre moins de 14 points de PIB dans la retraite, voilà. 13, 12, 11, 10... si on fait pas cet effort. Il y a un moment, si vous avez les 14 points de PIB que vous répartissez, puisque c'est la répartition aux 17 millions de retraités, si vous répartissez non pas 14 mais 10, eh ben, ceux qui reçoivent, ils ont moins. Ben voilà. Et donc, c'est... Notre modèle a été construit comme ça. C'est comme ça en Allemagne, et c'est pas un pays du tiers-monde. Mais alors, c'est très, très compliqué. La position d'Éric Heyer est de dire, si collectivement on considère qu'on a des retraités qui globalement sont trop riches par rapport à la moyenne de l'Europe, et ben, dans ces cas-là, il faut les appauvrir. Mais c'est pas recevable. Et donc voilà. Politiquement, c'est la retraite. Bruno Le Maire n'a pas dit qu'il allait réduire la dépense publique. Des économies, il a dit. Non. Il a dit qu'il allait réduire la dépense publique en pourcentage du PIB. Oui. C'est pas pareil. Oui, je suis d'accord. D'accord.
Donc, comme vous dites, c'est peut-être la croissance qui va nous aider à réduire ce pourcentage. Participer. Non, mais c'est vrai. Non, on va tous être d'accord. Ah non, mais je suis d'accord. Si vous faites trop de croissance, non pas les hausses d'impôts, mais un meilleur rendement de l'impôt, parce que si les entreprises françaises se passent bien, l'IS rapportera plus. S'il y a plus de l'inflation, consommation, ça la TVA, gonfle les recettes de TVA. Bon, donc il y a tout un tas de choses qui font que c'est ce plus pourcentage complexe peut réduire sans pour autant qu'on réduise effectivement en valeur absolue la dépense sociale. On va pas retirer 75 milliards de dépenses l'année prochaine. Et si on ne se fixe pas des objectifs ambitieux, on n'y arrivera jamais. Donc. Si on augmente l'âge de la retraite, on va avoir mécaniquement plus de production. Évidemment. Et c'est un des buts, je vous l'ai dit ici il y a quelques semaines, moi je pense qu'un des buts d'Emmanuel Macron en faisant cette réforme des retraites, c'est de doper la croissance. Je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier... On aura beaucoup plus de travail, ce qui nous manque énormément, et on va doper la croissance. Une réforme des retraites a cet effet, mais à terme, vous avez une courbe en J, et avant d'être au sommet, de repartir vers le haut du J, vous avez le bas là. On ne va pas critiquer les politiques qui ont une vision long terme. Non, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir plein d'éléments quand on fait du pourcentage de dépenses sur PIB qui expliquent qu'on arrive à tel résultat sans que ce soit un chiffre unique, et voilà, ça peut se jouer sur plein de paramètres. Le mot de la fin, 30 secondes, Laurent. Je vais être très concis. Moi, je pense qu'il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser la question sur la dépense publique sans parler de l'efficacité de la dépense publique. Donc, encore une fois, si tous nos compatriotes pensent qu'on a le meilleur système éducatif du monde, le meilleur système de santé du monde, la meilleure justice du monde, la meilleure armée du monde, dans ce cas-là, on a raison d'avoir 59% du PIB qui passe en dépenses publiques. Si vous pensez que c'est pas le cas, je pense qu'il faut remettre les choses à plat. Vous savez, je suis un peu désespéré sur la capacité de la France à vraiment reprendre le contrôle de ses finances publiques, et je suis pas très loin de penser comme Xavier Rago qui disait il y a quelques jours, l'efficacité de la dépense publique, la belle illusion en vogue. Ouais. Sujet dont on peut... c'est parce qu'on manque de fonctionnaires à Bercy. Oui, c'est ça. Faire un audit global. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin. Alors là, je l'assume alors à 100%. Il y a Isabelle, elle me dit super émission ce matin, vraiment intéressant et responsable. Bon, il faut revenir à 4. Chef d'entreprise. Voilà, on va vous allez me réinviter. Enfin, des gens à ce micro qui savent de quoi ils parlent. C'est la fin du club des entrepreneurs, c'est ça. Sylvain Aurébi, Christian Proyot, Stéphane Van Nuffel et Laurent Vronsky.